Donc voici la conversation transgenre en Polynésie avec la participation de Serge Kezov, Karel Luciani, Abel Hawata et Veinoa Temahu. Donc merci à tous d'avoir répondu à l'appel déjà. Merci à vous. Donc je serai votre hôte aussi, le modérateur. À nous donner une petite définition, la définition du terme transgenre. On va commencer avec Serge et après on va voir la vision d'un peu tout le monde. Bien, merci. Bonjour à tout le monde. Ça tombe mal parce que justement dans le livre je disais que ce mot-là j'aime pas trop. Oui, je m'en doutais. Parce qu'il est très ambigu. C'est un mot fourre-tout. Alors il est évidemment commode. Bien sûr. Mais je précise bien, il est commode parce qu'il permet de parler des transitions aussi bien de personnes nées garçons. De parler aussi bien des transitions de personnes nées garçons et qui évoluent après pour se dire filles que personnes dont on parle beaucoup moins souvent, de nées filles qui à un moment donné se disent mais non, je suis un garçon. Donc ce terme il est commode uniquement parce qu'il permet de ne pas faire une distinction, de dire bah oui, il y a les deux chemins possibles. Bien sûr. Mais sinon, il est toujours un petit peu gênant parce que c'est comme troisième sexe aussi, transgenre. Alors, trans, c'est une transformation, ou de quel type? Enfin bref, c'est un terme flou et ambigu. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup mieux pour parler de tout le monde en même temps. Ouais, c'est ça. C'est surtout qu'on a été obligé pour l'instant, de trouver un petit terme transitoire en attendant de trouver mieux de toute façon. Et qu'est-ce que c'est pour vous le transgenre et la transidentité? Alors, Yarana à tous. Pour ma part, la transidentité, je pense que c'est quelque chose qui nous a été imposé parce que nous nous sentons avant tout comme une femme. Bien sûr. Voilà. C'est juste une appellation. D'accord. Juste un terme. Oui, c'est ça. Yarana à tous. Transgenre, pour moi, si je devais illustrer cela, ce serait un garçon dans un corps de fille, tout simplement. D'accord. Tu as une définition aussi? Yorana Karel Luciani, président de l'association LGBT, cousin-cousine de Tahiti. Donc, transgenre, c'est l'expression de son identité de genre. On n'est pas... Voilà, plutôt. Ok. Donc on en est là. Et alors, il y a aussi une question qui se pose, parce que je pense qu'il y a souvent un souci en fait avec la notion de genre, et qu'on a tendance à vite confondre avec la notion de sexe aussi. Donc comment on pourrait dissocier cette notion de sexe et de genre, selon toi, Serge? Comment on pourrait définir les choses pour que les gens comprennent mieux qu'il y a une nuance quand même entre les deux? Oui, alors là, bon, il y a beaucoup de définitions d'écoles universitaires, etc. Mais disons tout de même que historiquement, on a commencé à parler de genre pour pouvoir dire qu'il y a des rôles dans les sociétés qui ne correspondent pas forcément à la catégorie de sexe déclarée à la naissance. Donc, pour pouvoir parler... Par exemple, dans des cas simples, d'hommes qui ont des rôles que les autres disent être des rôles de femmes. On ne parle pas de transidentité, là. Oui, on parle de rôles sociaux dans certains rituels, etc. Ou la manière dont certains métiers sont perçus. Donc, on a commencé à parler de l'anglais gender, amené en français genre, pour dire, là, on peut avoir une fluctuation, alors que la catégorie de sexe... généralement, les gens l'entendent, c'est ce qui a été marqué sur ma carte d'identité à la naissance, sur mon papier à la naissance. On n'a pas vraiment choisi, quoi. Voilà. Ok. Vous avez un avis sur la question, les autres aussi? Pour ma part, le genre et la sexualité, au fil des ans, j'ai appris qu'ils n'avaient aucun rapport. D'accord. J'ai une copine qui est une femme transgenre et qui auparavant a toujours aimé les hommes. Et aujourd'hui, au final, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas hétéro, qu'elle était aussi bi et qu'elle aimait les femmes. Et aujourd'hui, elle est restée avec une femme et grâce à elle, j'ai compris que finalement, le genre et la sexualité n'avaient aucun rapport. Aucun rapport direct, quoi. Ok. Personne d'autre a d'avis sur la question? Il faut aussi faire la différence entre transgenre et transsexuel. Oui, transgenre, on n'est pas obligé d'aller jusqu'aux opérations et changer de sexe, et on peut être un homme et s'identifier comme une femme à l'intérieur et faire les démarches pour changer de genre sur sa carte d'identité. Donc je pourrais être Karel, mais sur ma carte d'identité, je suis mademoiselle.
D'accord, voilà. Ok. Oui, c'est vrai que c'est une nuance qu'il faut faire de toute façon. Tu as quelque chose à ajouter, Serge? Je vois que tu as le micro à côté. Non, mais ce qui rassemble, le point gênant aussi bien quand on parle de genre que quand on parle de sexe, de catégorie de sexe, sexualité, c'est encore autre chose. C'est que d'emblée, on est pris dans le discours binaire. Oui. Parce qu'a priori, ah oui, genre, bon, il y a les hommes et les femmes. Ah, mais attention, c'est un peu plus compliqué, un peu plus compliqué que ça. Et les catégories de sexe, à part alors les questions d'intersexe, dont on parle comme par hasard justement beaucoup trop peu, alors que on le sait bien, déjà au 19e siècle, début 20e, des personnes qui ont des parcours extrêmement difficiles et dont parfois la possibilité de vie même a été réduite par des opérations forcées parce qu'il fallait rentrer dans le moule binaire. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous redéfinir le terme d'intersexe que tu viens d'évoquer pour l'Assemblée? Bon, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais ce sont autant que je sache, des personnes qui, à la naissance, sont déclarées avec des signes corporels masculins et féminins. Et donc, il y a une indécision, semble-t-il, d'où cette idée d'intersexe. Mais le gros problème, c'est que pendant très longtemps, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, là je ne connais pas bien l'histoire, le monde scientifique n'aime pas l'indécision. Ah oui, alors il faut choisir. Bon, ça s'est un peu mélangé corporellement, on va y remédier d'une manière ou d'une autre. Et surtout qu'on a même créé des croyances autour du fait qu'il y avait un danger, en fait, que ça représentait un danger de ne pas choisir rapidement un sexe à l'enfant. Oui, il y avait aussi cette fausse idée, les gens ne peuvent grandir que si on les a mis dans une des deux cases binaires, parce que sinon ils seront malheureux. Alors que les cas personnels ont bien montré que c'est tout le contraire. C'est quand on a forcé des gens à être dans une case seulement du modèle binaire que ça n'allait plus du tout dans leur représentation de soi vis-à-vis des autres. C'est quelque chose qu'on tend à prendre en compte de plus en plus dans l'éducation. Je sais que moi, que j'ai une petite fille de 3 ans, on essaye le moins possible de genrer tout ce qu'elle a autour d'elle, que ce soit ses jouets, que ce soit ses vêtements et tout ça. Et je sais que c'est de plus en plus un processus auquel les gens réfléchissent. Et je pense que voilà, on verra bien si ça se démocratisera à un moment donné. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, je pense, fatalement. Alors là, si je peux juste faire un petit commentaire avec l'éducation. Effectivement, c'est très important de faire comprendre aux enfants le plus tôt possible que les modèles, ça c'est masculin, ça c'est féminin, de comportement, de type de jouet, de couleur, etc., c'est forcément une tradition. Les traditions, elles sont toutes inventées à un moment donné, même si après elles se cristallisent et ça devient comme si ça avait existé depuis 10 000 ans. Mais ce qui est malheureux, c'est que sur ce trajet-là, on a après en France, beaucoup dans le monde occidental, les églises traditionnelles, par exemple, les églises très traditionnelles, qui disent, voyez, ça c'est le danger des universitaires qui parlent de cette catégorie de genre, cette invention même où ils semblent mettre là-dedans quelque chose qui est un peu plus flexible qu'avant quand il n'y avait que le mot catégorie de sexe. Et ils dénoncent ce danger, ils en appellent même au pape de temps en temps à dire, essayez de prendre la parole pour dire que la théorie du genre, il paraît qu'il y a une théorie du genre, est très pernicieuse et très dangereuse, parce qu'au bout du compte, nos garçons et nos filles, ils vont plus savoir ce qu'ils sont. Oui, c'est malheureux, mais on entend ça. Beaucoup, on entend ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a ça. En plus, il y a toute cette discussion autour du wokisme, soi-disant, avec tous les réflexes de Disney qui, soi-disant, mettent des homosexuels partout, c'est dangereux, oh mon Dieu. Donc voilà, c'est vrai que c'est une vraie problématique et qu'on en parle encore aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Je voulais avoir votre avis à toutes les deux. Du coup, qu'est-ce que c'était grandir avec votre crise identitaire? On peut pas passer à côté, parce que vous êtes femme. On le sait maintenant, vous le savez maintenant, mais comment ça s'est manifesté pendant votre enfance et jusqu'à aujourd'hui? Alors pour moi, ça s'est manifesté depuis que j'ai peut-être 3 ou 4 ans. D'accord. Je commençais à danser comme une fille. D'accord. Ensuite, il y a déjà les parents. Il faut que, déjà que le père accepte. Ma mère a tout de suite accepté, mais mon père un peu plus tard. Ensuite, vers mes 16 ans, c'est plus là que je me suis vraiment déclarée. Affirmée. Oui.
Et est-ce que bien sûr, est-ce que tu as forcément traversé quelques problèmes de compréhension des autres? Est-ce que ça s'est manifesté forcément violemment ou ça s'est bien passé de ce côté-là? Alors moi, pour ma part, non, j'en ai jamais eu. D'accord. Franchement, ma famille m'a tout à fait accepté comme Bien j'étais, sûr. à part mon père jusqu'à l'âge de Oui, 16 voilà. ans. Mais non, j'ai jamais été agressé ou quoi que ce soit. Bien sûr. Bah tant Oui. mieux, tant mieux. C'est super pour toi. Donc Abel aussi. Pour ma part, j'en ai pas vraiment pris conscience. Ça a été très naturel et très normal dès le plus jeune âge. J'ai eu la chance de vivre dans une famille très bienveillante Oui. qui m'a jamais reproché le fait d'avoir des manières efféminées, tout ça. Et j'ai grandi, j'ai fait le lycée aussi, j'ai fait l'internat. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir évoluer avec des camarades internes gentils, bienveillants aussi. Du coup, je dirais que je fais partie des plus chanceuses. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui a cette chance. Et ça n'a pas vraiment été une crise identitaire. Ça a été, j'ai suivi un peu mon instinct et tout est parti très doucement. Hein, c'est-à-dire que tout a commencé avec un sac à main en 4e. Ensuite, des leggings. Par la suite, au lycée, on met des chemisiers, des pantalons taille haute. Et on arrive à l'université, des robes, des jupes. Donc, tout est parti doucement. Et je pense que c'est important aussi parce que c'est un vrai processus pour nous. C'est important que l'on s'accepte et qu'on voit les changements au fur et à mesure. Il faut accepter ces changements-là. Et le changement ne doit pas être fatal, autant pour nous que pour notre famille. D'accord, ok. Voilà, c'est tout. Il faut que ça soit doux, tu penses, d'arriver à une situation satisfaisante, au moins pour toi déjà. Parce que le plus important, c'est vous aussi dans cette équation. C'est surtout ça. Parce que on a tendance à mélanger les choses, parce qu'il y a toujours l'incompréhension de l'autre. Et au final, ce n'est pas l'avis de l'autre qui est important, c'est le vôtre, c'est votre acceptation. Donc à partir de là, vous avez eu 2 expériences très fortes, toutes les deux. Donc toi, tu as tourné dans un documentaire, c'est ça? Les étoiles me suffisent. Est-ce que quelque chose a changé à la suite de cette expérience cinéma? Alors oui, quand même. Je pense que pour certaines personnes, la vision on va dire du Réré et du Mahou a quand même évolué petit à petit. Par contre, dans le reportage, je parlais d'ouvrir un foyer d'une association pour aider les plus jeunes. Bon, là, c'était un peu plus compliqué. On l'a essayé. Mais il fallait qu'on ait une aide sociale et des études pour pouvoir gérer un petit centre de jeunes. Ok, voilà. Ça n'a pas pu se faire. Surtout les mineurs, oui. D'accord. Ça n'a pas pu se faire, pas encore. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Ok. Ok. Et Abel, toi, ton expérience, ça a été Miss alors, il y a quelques mois, oui, j'ai énormément fait parler de moi en remportant le titre de Miss UPF. Ça a été pour moi le moyen de pouvoir donner le droit à des femmes transgenres, de pouvoir participer auprès de femmes cis et aussi un moyen d'être reconnue en tant que femme. Donc, pour moi, cette élection, c'était vraiment le fait qu'on me dit tu es femme et que l'on est toutes femmes. Et c'est vrai que, bon, le début de mon règne a été un peu tumultueux, c'est le mot. Le cas de le dire. Sur les réseaux sociaux, en tout cas. Sur les réseaux sociaux, ça a été. Mais c'était quand même incroyable parce que j'ai pu vivre tout ça, j'ai pu ressentir ces émotions-là. Et je suis très reconnaissante, je suis encore vivante aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends conscience que c'était très violent. Mais bon, j'avais les épaules solides et la tête bien froide. Bah, tant mieux, tant mieux. J'aimerais qu'on applaudisse Abel, du coup. Félicité pour ce titre, mine de rien. C'est important. Du coup, dans la continuité, je vais venir vers toi et te demander comment est née l'initiative de Cousins et Cousines de Tahiti et qu'est-ce qui a provoqué au final le déclic qui est allé vers cette entreprise que tu as entrepris. Oui. Alors, l'association Cousins et Cousines de Tahiti, elle a failli être dissoute en 2017 parce qu'il n'y avait plus personne qui avait envie de prendre en charge les problématiques des gays, des lesbiens et aussi des transsexuels, des transgenres. Et donc j'ai repris cette association et on travaille pour toutes les communautés et aussi pour les communautés transgenres et transsexuelles parce que elles ont des problématiques qui ne sont pas
auxquelles on ne fait pas attention, les administrations, les institutions. Par exemple, la transition de genre, de sexe, de l'ablation de la poitrine pour les filles qui veulent devenir un garçon, eh ben, c'est pas fait ici. Il faut aussi des hormones. Eh ben, tout ça, c'est où aller chercher l'information. On n'a pas d'information. Et pour les jeunes garçons qui veulent qui veulent changer de sexe, eh ben, quand ils n'ont pas le soutien des parents, ils vont essayer de trouver tout seuls de l'argent pour pouvoir faire ces transitions. Donc parfois, ils vont aller vers la prostitution ou s'ils ne sont pas acceptés dans leur famille, ils ont hâte de pouvoir de quitter le pays, d'aller chercher le bonheur ou une vie meilleure ailleurs. Et parfois, c'est le désastre, c'est le drame. Ils vont vivre dans la rue, se prostituer, se droguer. Et donc, il y a des problématiques. Et même toujours aujourd'hui, des problématiques simples de changer son nom sur sa carte d'identité, son prénom. Eh ben, on contacte l'association. Il y a un mois, on m'a demandé est-ce que tu peux m'aider à remplir le formulaire, adresser la requête au tribunal administratif. Eh ben, c'est du travail et il n'y a pas d'institution qui aide ces personnes-là. Bien sûr. Oui, là, au final, tu nous parles des cas qu'on parlait tout à l'heure. Vous avez eu de la chance, mais voilà, il y a des cas beaucoup plus difficiles que ceux de nos deux invités ici. Et c'est vrai que c'est intéressant. Vas-y, Serge. Oui, je voulais revenir sur un petit point très important dans le témoignage que nos amis viennent de dire. Vous avez remarqué que l'une et l'autre ont parlé de ce sentiment d'inadéquation à un âge très jeune. On oublie ça, mais moi j'ai beaucoup entendu d'histoires dans un autre pays polynésien, puisque moi je travaillais plus avec des familles de Samoa, mais Samoa c'est la Polynésie aussi, et c'est exactement pareil. Ce qui veut dire que tout le blabla qui est raconté par les encyclopédies, par les journalistes, etc., qui est que tout ça est une histoire pour en quelque sorte justifier un désir, éventuellement après une pratique sexuelle, homosexuelle. C'est complètement aberrant, puisque le sentiment d'inadéquation dans tous les témoignages où on a des souvenirs comme ça, est systématiquement, les personnes se souviennent que c'est arrivé à un âge bien avant qu'on arrive à l'âge où on a un désir pour un sexe ou pour l'autre. Donc, cessons de tout vouloir expliquer par le biais d'une certaine pratique sexuelle ou d'un désir sexuel qui arrive après. C'est autre chose. Mais il y a un fait, et qui vraiment est totalement universel. C'est ça aussi dont il faut bien prendre conscience. Il y a des témoignages dans toutes les sociétés du monde qu'il arrive, chez un certain nombre d'enfants, qu'il y a un sentiment spontané, et ça n'est pas généré par la famille, ça n'est pas généré comme si on lui dit « Ah ben, il faut que tu dises ça ou ça », d'un sentiment d'inadéquation. C'est un fait universel. Et il faut... Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'anthropologue, après, c'est de quelle manière la société ambiante réagit à cette expression. Non, tu peux pas, qu'est-ce que c'est? Ou bien on accepte, mais bon. Mais au départ, prenons conscience que c'est un fait banal, universel. Voilà. Et que ça n'a pas attendu aujourd'hui pour exister, quoi. Ça fait partie de ça depuis la nuit des temps. Parce qu'on est clair, vous êtes des femmes, c'est tout. Il n'y a pas besoin de dire autre chose que ça. Du coup, est-ce que dans la continuité de ça, comme on parlait tout à l'heure de la différence entre le sexe et le genre, on va forcément partir sur la réflexion de est-ce que ça a été difficile d'être dans votre corps d'homme en tant que femme? Tu vois, est-ce qu'il y a un désir? Est-ce que par exemple vous comptez faire votre transition? Puisque autant parler de manière franche. Oui. Tu comptes faire ta transition? Oui, je pense faire ma transition. Mais par contre, je ne me suis pas vraiment posé la question dès que j'avais su que j'allais devenir trans. Oui. Je ne me suis jamais posé la question, c'était quand, à quel moment. Bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, je suis prête. D'accord. Applaudissements quand même. C'est toujours bien de se sentir prête à le faire. Quand on parle de transition, c'est jusqu'à l'opération, alors? C'est ça, jusqu'à l'opération. Pour ma part, non, je compte pas jusqu'à aller à l'âge. Je suis bien dans mon corps, je me sens très bien, j'ai aucun problème avec ça. Non, franchement, je le vis très bien. D'accord. Et je pense que j'ai pas besoin d'aller jusqu'à là. Bien parce sûr. que c'est un coût financier. Bon, j'ai pas envie de payer une somme astronomique juste bien sûr. Pour avoir l'instant, quelque chose ça reste en moins. un coût financier. En plus, il n'y a pas d'aide particulière pour ça. Merci Abel. Oui, donc
Bien sûr. Voilà, mais il reste une problématique sur ces questions de genre. Nous, à l'association, on reçoit beaucoup de parents et parfois aussi des jeunes adolescents qui sont dans ce besoin d'affirmation. On a une jeune fille qui veut devenir un garçon, elle a 13 ans, elle embête ses parents, et pour elle, sa vie n'a pas de sens. Okay. Elle a besoin de devenir un garçon. Ouais, et c'est compliqué pour les parents, mais c'est aussi très compliqué pour cette personne-là. Donc elle utilise déjà un prénom de garçon, mais elle veut avoir des informations sur quand est-ce qu'elle pourra se prendre des hormones, quand est-ce qu'elle pourra se faire retirer sa poitrine. Donc c'est de l'information qui est nécessaire et on a besoin d'informer les parents, les enfants qui ont ces besoins, ces questionnements, parce que parfois aujourd'hui, l'excès d'informations aussi peut provoquer des drames. J'ai un ami qui est urgentiste, il a eu ce cas parce que sur Internet, les jeunes garçons, par exemple, savent que si on passe l'adolescence, les caractères masculins vont apparaître, vont s'affirmer. Donc ils vont voir sur Internet que même si les parents ne nous aident pas, on peut trouver des solutions. Donc ils vont se sectionner les testicules tout seuls. Donc c'est dramatique. Et donc voilà, c'est des choses il faut informer quand même. Bien sûr, il faut sensibiliser notre jeunesse pour pas qu'on arrive à des cas aussi extrêmes, quoi. Parce que voilà, il faut le dire, même si il arrive qu'on soit dans un processus où ça dérange pas ou un processus où l'acceptation est douce. Il y a des cas où il y a un vrai malaise avec son corps qui conduit justement à des extrémités comme celles que tu viens d'évoquer. Donc voilà. Donc pour vous, c'est bon. Donc il n'y a pas eu ce sentiment pour toi de dissonance avec ton corps et ton identité? Non. Ok. Et toi, ça s'est fait doucement. Tu t'es pas vraiment posé la question, si tu veux. C'est juste ton objectif. Ensuite, justement, on en est là. On parle de transidentité, de transgenre. Est-ce que parfois, vu la lutte dans laquelle vous vous êtes engagé par le biais du film dans lequel tu as été actrice, et dans lequel tu t'es engagé malgré toi et en connaissance de cause, est-ce que vous ne vous sentez pas réduit à cette transidentité des fois, alors que bon, comme vous dites souvent depuis tout à l'heure, vous êtes des femmes. Il y a pas cette question, elle est presque oratoire quand on vous la pose. Est-ce qu'il y a pas un sentiment des fois d'être réduit à votre transidentité? Moi, en tout cas, je sais que c'est pas écrit trans sur mon front. Bien sûr, bien sûr. Et l'image que j'essaie de renvoyer de moi sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une image d'une jeune femme qui aime l'aventure, qui aime vivre, qui aime voyager aussi. Bien sûr. Et j'essaie de pas trop en parler. Enfin, à un moment, c'est bon, je suis pas que ça, quoi. Bien sûr. Et donc, j'essaie de pas en parler. J'essaie de faire en sorte que ce soit normal. Que je suis qui je suis et c'est tout. Si t'es pas content, c'est pareil. C'est ça. Tu me défollow, c'est tout. C'est ça. Ah, ça réfléchit. Oui. Alors non, je me suis pas vraiment posé la question. Bien sûr, bien sûr. Mais après, s'il faut qu'on m'appelle comme ça, transgenre, bien sûr, j'accepte. Mais c'est l'appellation qu'on nous donne. Oui, c'est ça. On n'a pas décidé, voilà. C'est pas toi qui t'appelles comme ça, voilà. C'est pas toi qui va. Ça ne me dérange pas, mais je me sens plus femme que transgenre. C'est ça. Voilà. Ok. Serge? Oui, je voulais aussi souligner le témoignage que notre ami Karel disait tout à l'heure. Il évoquait le cas d'une jeune fille donc de 13 ans qui venait parler avec l'association. Ça me fait penser aussi, et ça c'est un point que j'ai vraiment essayé de souligner dans le bouquin. Bien qu'on soit tous d'accord que c'est un fait universel, ce sentiment d'inadéquation qui peut arriver, et qui peut arriver dans les deux catégories telles qu'elles sont déclarées à la naissance, c'est-à-dire chez les garçons et chez les filles. Mais il se trouve que, pour des raisons dont on pourrait discuter, les sociétés, le discours ambiant, le discours dominant, acceptent tellement moins de comprendre que ça peut arriver autant un sentiment d'inadéquation chez les filles que chez les garçons. Et donc on en parle toujours très peu, ou plutôt on ne veut pas trop en parler. Donc là, il y a une double difficulté. Déjà que c'est pas facile pour toutes ces personnes de dire « ben non, je ne suis pas vraiment ce qu'on m'a dit que j'étais »,
mais qu'en plus, dans cette difficulté-là, il y a une catégorie qui a presque encore plus de difficultés qu'une autre à faire entendre sa voix. Donc c'est pour ça aussi que le film qu'on a projeté tout à l'heure, Rogers, qui pour la première fois montre un groupe de nés garçons s'affirmant filles dans un pays polynésien, c'est très important parce que c'est une grande première. Au point de vue cinématographique. Ça existe depuis très longtemps, mais on n'en parlait pas. C'est ça, c'est ça. Enfin, c'est l'inverse, c'est nés filles et voilà, qui veulent devenir garçons. Voilà. Oui, voilà, il y a eu confusion. Mais oui, bah c'est vrai que là, en finale, on est allé directement dans cette histoire de transgenre avec voilà, garçon-fille. Mais c'est vrai qu'on parle rarement de ces cas de filles qui veulent devenir garçons. Donc c'est plus vers Serge et Abel que je vais me tourner. Donc tu nous disais que tu étais confronté à ça. Est-ce que ça arrive quand même à... pardon, Abel, excuse-moi. Donc c'est plus à toi que je vais demander. Est-ce que tu es souvent confronté justement à des cas comme ça ici? Oui. Parce qu'on en parle vraiment rarement, quoi. Moi, c'est vrai que j'en entends quasiment jamais parler. Non, ça existe et on a plusieurs personnes maintenant qui viennent vers l'association. On a la chance d'avoir un jeune homme qui est passé par toutes ces étapes-là, qui a tout seul à chercher ces informations. Il a de la chance d'avoir des parents qui l'ont un peu, enfin plutôt sa mère et maintenant tardivement son père aussi. Et aujourd'hui, il vient de terminer ses opérations, enfin au niveau de la poitrine, et il va essayer de partager son expérience et aussi, c'est pour aider les personnes comme lui à s'accepter et à vivre heureux. Parce que pour nous, on travaille dans l'association, on est bénévole parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont en souffrance, le mal-être, et c'est depuis la tendre enfance, les témoignages qu'on a, c'est depuis tout jeune, on sait qu'on est différent. Et quand on n'a pas des parents ou des proches qui peuvent t'aider, qui va t'aider? Donc on a beaucoup d'enfants, de jeunes qui sont dans un mal-être, et à l'école ça va pas bien se passer parce qu'ils vont en souffrir. Et aujourd'hui, on est en Polynésie, on n'a pas les institutions qui nous aident. En France, aujourd'hui, il y a des protocoles à l'école pour accueillir les jeunes trans. Au collège, au lycée, on pose la question en début d'année, qui veut changer de prénom d'une manière toute simple. Et ici, on est quand même dans une société où la religion a un poids et c'est plus difficile de faire entendre toutes ces problématiques. Et c'est de la maltraitance. Ce sont des enfants qui souffrent et il n'y a personne qui est là pour leur tendre la main. Et on essaie de faire ce qu'on peut avec les petits moyens qu'on a. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc, fatalement, tu parlais de la religion omniprésente. C'est un peu le souci, je pense, qu'il y a de toute manière par rapport à ça. C'est la prédominance de la religion dans la pensée populaire qui freine beaucoup les avancées dans les réflexions par rapport à tout cela. Est-ce que tu n'as pas, toi, personnellement, justement, des problèmes avec Est-ce que des organismes religieux ne viennent pas t'embêter, justement, dans ton entreprise quand tu te lances dans tes aides Non, moi, je suis... cette année, j'ai eu une congrégation religieuse qui est venue nous prêter main forte et qui sont en train de travailler pour obtenir de leur congrégation le vote pour le sacrement du mariage. Donc... on est ravis pour... clairement, oui, voilà. C'est formidable de voir des progressions comme ça. Mais dans les témoignages qu'on reçoit à l'association et quand on est dans cette communauté, beaucoup de membres de notre communauté ont souffert à cause des religions. Parfois, c'est le papa qui est diacre ou ils vont beaucoup à l'église et donc le regard des autres et ils font souffrir leurs enfants. Il y a s'en rendre compte des fois, voilà. En fait, parce que c'est juste des réflexes en fait qu'on entretient. Et il y a un livre qui est sorti l'année dernière, Ahi Otomoa, et il y a un petit témoignage où le père sur son lit de mort et il s'excusait auprès de son fils en disant je suis désolé, je t'ai mal aimé pendant toutes ces années, mais je vois que toute la famille t'aime et j'ai pas su regarder cet amour-là et j'en suis désolé. C'est beau quand même. C'est triste un peu. Mais bon, c'est déjà bien d'avoir eu cet acquis de conscience au bout d'un moment.
Mais pour les actions, on n'est pas les seuls. Moi, je félicite aussi ceux qui organisent les élections de Miss Trans, parce que ça fait partie de la promotion des visibilités. Et je sais que sur Wahine, ils ont une personne elle est là, ici, et elle a organisé cette élection de Miss Trans. Et elle n'est pas trans. Et c'est parce qu'elle a des amis, elle a des proches dans sa famille qui ont souffert. Et elle sait que la visibilité, reconnaître, les accepter, les faire accepter, ça fait partie du progrès des sociétés. C'est important d'avoir un soutien, d'avoir des gens qui pensent un petit peu à aider à cause. Tant que ce ne sera pas accepté sans qu'on ait besoin d'en parler, parce qu'au final, c'est un petit peu le souci, c'est ce qui se passe chez une personne ne devrait pas intéresser les voisins. Tu vois ce que je veux dire ? Votre identité, votre besoin, vous êtes des femmes et c'est tout. Enfin, les autres, ça devrait pas être un souci pour ceux qui vivent autour. À partir du moment que ça te concerne pas, que c'est pas dans ton jardin, il y a un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je pense humblement, quoi. Donc, je voulais juste revenir sur une phrase à un moment que j'ai lue dans ton livre, Serge, où tu parlais des études de Robert Lévy et tu parlais d'affabulation occidentale. Et est-ce que c'est quelque chose que tu penses aussi par rapport à ces études, mais est-ce qu'il est encore d'actualité aujourd'hui dans les réflexions des Occidentaux vis-à-vis du transgenre chez eux, et puis même ici, même en Polynésie ? Oui, non, quand je parlais des affabulations occidentales, c'était de manière très très générale, oui. La manière dont le regard occidental vers le corps polynésien, pour commencer, déjà au XVIIIe siècle, etc. Je ne l'ai pas mis vraiment pour Robert Lévy, parce que bien sûr. Il faut quand même récupérer un petit peu. C'est le premier quand même psychologue culturaliste, mais qui quand même s'est intéressé à sortir un tout petit peu des sentiers battus. C'est le premier dans ces années 60. Bon, il a publié en 70, mais il faisait ses enquêtes en 60, qui s'est intéressé, qu'il existait le mot mahou, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, il ne faut pas le jeter trop vite. Non, c'était pas. C'est une maladresse si c'était le cas. C'était vraiment juste pour rebondir sur l'utilisation de l'expression. Sinon, et c'est pour ça que comme sous-titre, j'avais le mythe occidental. La fabulation occidentale, c'est toujours d'essayer de tout comprendre à travers la sexualité. Donc déjà, ça ne va pas du tout avec les témoignages personnels qui commencent à un âge beaucoup plus jeune, d'une part. Et d'autre part, c'est ensuite pour tout expliquer. Finalement, c'est l'homosexualité. On connaît, c'est un truc universel. Il n'y a pas à chercher plus loin. Et ça appartient à ces inventions occidentales encore plus grandes, disons, qui a été toujours de croire. Alors ça, c'est parce qu'on remonte au premier voyage, qu'en Polynésie, il y aurait toujours eu une sorte d'une atmosphère spéciale autour du corps, de la sexualité, de la liberté, le paradis, etc. On connaît bien avec Bougainville et tout ça. Ce qui fait qu'on a facilement cru à toutes les affabulations possibles avec cette idée de en Polynésie on va trouver de tout, donc il faut pas trop s'étonner. Alors d'un côté ça fait une certaine tolérance que souvent des pays d'autres régions du monde n'ont pas, mais en même temps ça invente un Polynésien qui n'a jamais existé. Bien sûr. Donc je vais laisser le flottement des minutes qui restent aux questions du public. Est-ce qu'il y a des questions dans le public vis-à-vis de notre discussion ? Je vois une main qui s'est levée tout au fond. Je vais courir mettre mon micro là-bas. Moi, je voulais répondre un peu à Miss UPF. Genre, elle a dit que je n'ai pas besoin de quelque chose sur mon front, elle a raison. Et je vais citer Amanda Lear, la chanteuse qu'on pensait être transgenre et homme. Elle a dit « J'en ai marre des histoires de catégories, d'étiquettes, on est tous sexes, on est tous sexués. » C'est pas faux. Applaudissements quand même, parce que c'est plutôt approprié au final. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient intervenir, que ce soit une question ou un commentaire, bien sûr ? Bonjour, déjà merci beaucoup pour votre pertinence et votre bienveillance, c'était super intéressant. Et j'aimerais juste rajouter sur un thème qui a été abordé au début, sur les enfants intersexes. Aujourd'hui, dans les dom-toms et en France, les enfants intersexes sont encore mutilés. Et demain, c'est la journée des droits internationaux de l'enfance, donc
Je pense que c'est important de le souligner. Aujourd'hui, à cause de la binarité de notre société, on mutile encore les enfants intersexes. Merci pour cette intervention, c'est important. Applaudissements s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, vas-y Serge. Moi j'ai une toute petite question. On a donc parlé des concours Miss Fainé, Miss Fainé Tané, Atonga, Miss Galaxy, etc. Mais quand est-ce qu'on va avoir les mêmes concours pour l'autre catégorie de, comme on disait au début, transgenre, c'est-à-dire les Rogers à Samoa qu'on a vu dans le film tout à l'heure? Pour le moment, c'est le seul groupe, et encore, c'était pas un concours, mais c'est le seul groupe qui s'est mis en scène par la danse, par le chant, etc. Alors, quand est-ce qu'on aura une Miss, je ne sais pas comment l'appeler, un Mister Tané Vahiné ici, un Mister Galaxy ou un autre nom à Tonga, etc. C'est une question que je pose. Eh bien, un peu dans ce sens-là, certains d'entre vous connaissent peut-être un film qui s'appelle Le Petit Gars. C'est un documentaire réalisé par une réalisatrice française, Doris Butignol, qui a suivi pendant des années quelqu'un qui voulait devenir homme, qui s'est engagé dans l'armée, qui était née fille. Et la réalisatrice lui a donné une caméra. Et donc, elle s'est filmée elle-même pendant ces quelques années. Et en même temps, la réalisatrice l'a accompagnée ensuite pour la filmer. Le film est absolument magnifique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on suit en fait sa transition. Elle est à l'armée et on voit, ça se passe au Canada. Et tous les soldats, en fait, qu'ils soient hommes majoritaires ou femmes, acceptent ça jusqu'à l'administration, le militaire, qui en fait va financer sa transition. On est au Canada. C'est pas une fiction, hein, c'est un documentaire. Yorana tous, hein? Donc merci à vous qui êtes devant nous. Merci également à vous qui êtes là aujourd'hui. Comme je dis, moi j'ai le cœur qui bat très fort. Nous venons de Huahine, hein? Donc j'ai accompagné ma cousine donc, qui a fait ce magnifique reportage avec ses amis également. Donc c'est un grand courage. C'est un grand courage de partager la réalité. La réalité, nous on le sait, dans nos foyers, dans nos familles, la difficulté. Hein? Donc moi, j'ai grandi aussi assez sévèrement. Hein? Donc, j'ai 2 frères, c'est vraiment des garçons, mais surtout, j'ai également plusieurs cousines, des amis, qui, au fond d'elles, depuis toute petite, bien avant, justement, comme vous le disiez, avant qu'elles soient même dans l'adolescence, elles avaient déjà des tendances féminines. Et comme je le dis toujours, effectivement, c'est universel. Mais aussi, en Polynésie, c'est également vraiment aussi la maman qui a ce rôle aussi de tout porter sur ses épaules. Et je sais aussi que nous sommes, moi-même je suis maman, d'enfants aussi en difficulté. Donc, j'ai des enfants atteints d'handicap également mental. Hein. Donc, c'est aussi un gros combat. Il n'y a pas suffisamment aussi de structures. Il n'y en a pas du tout à Huahine, hein, ou même dans plusieurs archipels de la Polynésie. Donc, pour moi, c'était aussi de soutenir mes amis, ma famille qui ont aussi ce cap difficile de leur vie qui en est. À l'intérieur d'elles, elles sont femmes. Et effectivement, il faut les comprendre. Et pour cela, il faut vivre aussi un peu avec elles. Il faut les entendre, il faut les écouter. Il faut aussi donner ce soutien qu'elles ont besoin aussi, afin qu'elles puissent aussi, comme vos enfants, comme tout le monde, choisir le cap professionnel de leur vie.
Et pour cela, il faut aussi que dans notre pays, il puisse aussi y avoir ce soutien au niveau de notre pays. Comme le disait, je n'ai pas son prénom, en tout cas, monsieur le président de son association LGBT. Donc, je tiens encore à vous féliciter parce que je peux comprendre. Moi-même, j'ai créé la première édition de Miss Wahine Tane, Huahine. Donc, c'était le 29 octobre et je l'ai fait sur notre propriété personnelle, sur un îlot, à Motu. Pourquoi? Parce que justement, je n'ai pas eu ce soutien communal pour qu'on puisse le faire sur l'île même. Et ça, c'est pas pour moi seulement, non, c'est pour aussi les aider à nos filles aussi, enfin à nos Purotu, moi je les appelle aussi comme ça. C'est pas, comment dire, pour moi au contraire, c'est un respect. Hein? Voilà, donc en tout cas, elles sont vraiment magnifiques, également dans le cœur. J'aimerais vous présenter, s'il vous plaît, notre Miss en titre. Elle est là, elle a pris l'avion. Donc ici, Akiveim Ei. Je vais juste lui remettre un petit peu le micro et je vous remercie infiniment, Maruru. Alors, Yorana tout le monde, Akiveim Ei, j'ai 24 ans, pardon. Donc la Miss VT Wahine 2022. Et pour ma part, cette élection m'a beaucoup apporté de confiance en moi, beaucoup d'assurance surtout. Et c'est vrai que sur une petite île, comme celle de Wahine, c'est très familial. Et chez nous, chez les transgenres, c'est déjà assez dur de se faire accepter par notre famille. Et donc le fait de m'assumer comme ça devant toute l'île, ça m'a donné beaucoup d'assurance. Et maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je sais maintenant qui je suis et je sais ce que j'ai envie de faire maintenant dans ma vie. Donc voilà un peu pour ma part. Merci. Merci infiniment pour ces témoignages. Surtout qu'au final, cette quête de nous, hein, en plus on va enchaîner sur la thématique juste après, c'est important pour tout le monde. Tout le monde a besoin de savoir qui il est. Et je pense que c'est, en fait, au final, il n'y a que ça d'important dans cette équation. Donc à un moment donné, il faut juste arrêter et accepter que voilà, la différence, elle n'est que dans notre tête. Tu as quelque chose à rajouter, oui, Karel, peut-être? La différence et la diversité, c'est une richesse, donc bien il sûr, faut l'accepter. Bien sûr. Merci à tous nos invités qui ont pris la parole pour Transgenre en Polynésie, la thématique avec Serge Cherkezov, donc, qui a son livre disponible au Vent des Îles. Ensuite, Karel Luciani, donc, qui est notre porteur de l'association qui soutient nos jeunes, heureusement qu'il est là. Ensuite, il y a Abel Awata, notre Miss Université. Et Veinoa Temahu, que vous avez pu voir dans un magnifique documentaire, Les étoiles me suffisent, qui a été présenté au FIFO il y a quelques années. Merci à tous. Merci. Et donc, on va passer à la suite. Donc, on va doucement retirer les caméras. Merci encore à vous. Et c'est quoi ensuite la prochaine conversation? Et merci à toi pour toutes tes questions et ton animation. Ah, ok. C'était pas la peine, ça. Donc, voilà la conversation.